De très nombreuses plantes sont animées de mouvements révolutifs. Il s'agit de mouvements tournants qui se répètent périodiquement avec un rythme qui varie suivant les espèces et les conditions. On observe particulièrement bien ces mouvements chez les plantes grimpantes. Par exemple, le haricot. Comme toutes les plantes volubiles, le liseron a un comportement semblable à celui du haricot. C'est la tige qui tourne. Par contre, dans le cas de la brionne, l'activité de mouvement est localisée dans des organes spécialisés, les vrilles. Le pois est un autre exemple de plantes à vrilles. Il existe donc des plantes grimpantes volubiles et des plantes grimpantes à vrilles. Le matériel d'étude choisi est une espèce normalement volubile, le haricot. Il existe des races de haricots à rames et des races naines. Ces deux plantes ont été semées en même temps. À gauche, un haricot grimpant, à droite, un haricot nain. Au départ, rien ne les différenciait, et même l'aspect des graines était identique. Pendant les 10 premiers jours, le développement est comparable. Après l'épanouissement des cotylédons et des premières feuilles suivantes, la tige du haricot à rame, à gauche, s'allonge rapidement. À ce stade, au contraire, la croissance du haricot nain est fortement ralentie. La pousse du haricot grimpant s'anime maintenant de mouvements révolutifs qui vont s'amplifier. Le nain reste à peu près immobile. La différence de comportement entre ces deux plantes est commandée par un déterminisme génétique. Elle correspond à des différences de teneur en gibérelline. Le haricot grimpant contient dans sa tige une forte quantité de ces substances qui jouent un rôle essentiel dans l'allongement des cellules. Voici deux haricots nains. Ces plantes sont pauvres en gibérelline. Elles sont caractérisées par une inaptitude congénitale au mouvement révolutif de leur tige. La plante de droite va servir de matériel d'expérience. À son sommet, elle va recevoir une goutte de solution d'acide gibérellique. La gibérelline vient d'être déposée. La plante de gauche sert de témoin. Elle reste petite et sa croissance est rectiligne. Par contre, la plante traitée va s'allonger rapidement. Elle se met à tourner. Le mouvement est donc bien sous la dépendance de la gibérelline. Dans les premiers stades, le mouvement a d'abord une trajectoire petite. Cette trajectoire grandit peu à peu. On peut la comparer à une spirale. Enfin, les dimensions de la trajectoire se stabilisent.
Ce comportement est identique à celui du haricot génétiquement grimpant et à celui de toutes les plantes volubiles. La tige fait un tour en 90 minutes. Cette période de 90 minutes concerne toute la région de courbure. On ne sait pas comment l'activité rythmique se coordonne le long de toute cette région. Une manière de mettre en évidence la complexité du phénomène consiste à immobiliser la tige en mouvement à des distances variées du sommet. Ces trois haricots grimpants sont immobilisés à des niveaux différents. La plante de gauche a un mouvement lent. La période la plus brève est celle de la plante de droite. Par conséquent, les divers niveaux présentent des activités rythmiques propres différentes. Le mouvement normal dissimule la diversité de tous ces rythmes. Cependant, le rythme des périodes se rapproche de plus en plus du rythme le plus rapide, et ceci au fur et à mesure que la partie libre s'allonge. Puis les périodes des trois plantes se rejoignent quand elles ont atteint leur rythme définitif. On peut remarquer dans le cours de chaque période des variations de vitesse qui se répètent régulièrement. Le mouvement de ces haricots grimpants n'a lieu que si la plante est convenablement alimentée en eau. Supprimons brusquement l'eau à la plante de droite, le mouvement s'arrête. Il suffit de rajouter de l'eau, le mouvement qui avait cessé reprend aussitôt. On obtient un résultat analogue en ajoutant une forte dose de saccharose à la solution nutritive de la plante de droite. La plante de gauche sert de témoin. Si on supprime le sucre par rinçage, le mouvement reprend. Ces résultats s'expliquent par une dépendance du mouvement par rapport à la croissance. Le mouvement révolutif est particulièrement développé chez les plantes grimpantes. Cela correspond à son rôle dans la préhension des tuteurs. Si on tend un fil à côté d'un haricot en mouvement, la tige s'enroule facilement. Elle s'enroule d'un tour par période du mouvement révolutif libre. Mais cela raccourcit progressivement la région mobile de la tige, qui se comporte comme un fouet s'enroulant autour d'un support. Un mouvement final de redressement achève d'appliquer la tige autour du support. Recommençons avec un tuteur de 2 cm de diamètre. La tige s'enroule autour de lui. La région mobile est aussitôt raccourcie. La tige décrit alors des révolutions latérales à côté du support.
il lui faut plusieurs révolutions latérales pour achever un tour d'enroulement. L'enroulement est d'autant plus difficile que le support est plus gros. Avec un tuteur de 8 cm de diamètre, la plante est à la limite de ses possibilités. Les révolutions latérales sont trop petites par rapport au support qu'elle ne parvient pas à enlacer. Le mode de préhension des supports par les plantes volubiles n'est pas parfait. Les plantes grimpantes les mieux adaptées possèdent des organes préhenseurs spécialisés, les vrilles. Les vrilles de la brionne sont animées d'un mouvement révolutif rapide. Quand un sommet rencontre un support, il s'enroule autour de lui. Ensuite, la vrille se tortille de manière à prendre une forme de ressort qui donnera à l'ensemble une grande souplesse. Les vrilles d'Ampelopsis se fixent même à des rochers ou à des murs. Là, il s'agit d'un dispositif très original. Quand la vrille touche le support, elle développe à ses extrémités des ampoules adhésives qui sont autant de points d'attache. Dans les conditions naturelles, les plantes grimpantes vivent en général aux dépens des autres, en leur demandant l'aide de leur soutien mécanique. La cuscute apporte un perfectionnement supplémentaire à ce comportement. C'est une plante volubile, sans racines, qui s'alimente en plongeant des suçoirs dans les tissus de la plante qu'elle enlace. Ainsi, le porc grimpant peut aboutir à un véritable parasitisme.
1858, Le Havre. Claude Monet a 18 ans. Ses débuts artistiques portent sur des caricatures qui remportent un vif succès. Mais Eugène Boudin, son premier maître, l'incite à peindre en plein air. C'est vous qui, le premier, m'avez appris à voir et à comprendre. Il se rend à Paris et s'inscrit à l'Académie suisse. Puis travaille dans l'atelier du peintre Gleyre. Si certaines natures mortes restent assez traditionnelles et évoquent les œuvres d'Oudry, d'autres sont plus originales et déjà révélatrices de l'intérêt de Claude Monet pour la lumière. Elle rappelle son admiration pour Gustave Courbet. C'est cette même admiration qui guide son pinceau quand il entreprend cette immense composition, Le Déjeuner sur l'herbe, qu'il laisse inachevée. On peut y reconnaître le visage de Courbet et très certainement Camille Doncieux, sa future épouse. C'est toujours de Courbet que peut être rapprochée La robe verte, tableau qui suscite l'éloge de Zola au Salon de 1866. Avec Les femmes au jardin, Monet se détache de ses influences et laisse libre cours à la spontanéité de sa vision. Son intérêt pour la nature et les fleurs le conduisent en Normandie. L'opposition des ombres colorées avec les zones de lumière est obtenue par un découpage en taches de couleur franches. Monet se préoccupe toujours de l'insertion de la figure humaine dans le paysage, mais transpose sur la toile une vision éphémère et insaisissable. Claude Monet aime à travailler avec Renoir. Au printemps 1867, ils exécutent côte à côte quelques vues urbaines. L'année 1869 les retrouve au bord de la Seine, devant la guinguette de la Grenouillère. Les deux artistes fragmentent la touche pour peindre l'eau et ses reflets. Si chez Renoir, toute la scène est ensoleillée, Claude Monet recherche, lui, des oppositions d'ombre et de lumière. La guerre franco-prussienne de 1870 éclate. Monet se réfugie en Angleterre avec sa femme. Il la représente dans une œuvre proche des scènes intimistes d'Édouard Manet. Il est attiré par les jardins de la capitale, mais retiendra surtout les vues de la Tamise de Joseph Turner. « 1872, Argenteuil.
le nom qui symbolise l'épanouissement de l'impressionnisme. Claude Monet continue à s'intéresser aux fleurs et, comme ses amis, traite les effets de la lumière sur l'eau. Le 15 avril 1874 s'ouvre chez le photographe Nadar la première exposition impressionniste sous l'initiative de Claude Monet lui-même. L'impression Soleil levant permet au journaliste Leroy de baptiser ironiquement le mouvement. Cette marine, exécutée au Havre, n'est pas sans rappeler les œuvres de Turner découvertes à Londres. Les autres toiles exposées chez Nadar montrent une nette évolution de l'artiste. À la troisième exposition impressionniste, ce sont des thèmes parisiens qu'il présente, mais reste toujours fidèle à ses recherches d'éclairage. L'exposition universelle lui donne l'occasion de transposer les couleurs vives des drapeaux décorant Paris, préfigurant ainsi les rues pavoisées, représentées par les peintres de l'époque fauve. En 1878, Monet s'installe à Véteuil. La débâcle spectaculaire de la Seine pendant l'hiver 1880 fournit à l'artiste un thème exceptionnel. Le contraste des plaques de glace avec la surface mouvante de l'eau annonce les grandes nymphéas. Au printemps 1883, Monet trouve enfin le lieu approprié à son travail. Il s'établit à Giverny, sur la rive droite de la Seine. L'artiste effectue alors plusieurs voyages. L'Italie, le Morbihan, la Hollande. Désormais reconnu et riche, Claude Monet achète Giverny, auquel il est profondément attaché. Il aime à y vivre, en compagnie d'Alice Hochdé, sa seconde épouse. Les filles d'Alice lui servent de modèle, à la manière de Camille, comme sur cette peinture antérieure d'une dizaine d'années. Dès 1890, il crée des séries d'après le même motif, observé à différentes heures du jour et au fil des saisons.
Le procédé des œuvres en série devient pour lui une approche systématique du motif lorsqu'il plante son chevalet devant la cathédrale de Rouen. « 20 cathédrales sont exposées chez Durand-Ruel en 1895. Au cours de ces 30 dernières années, Monet se passionne pour l'aménagement de son second jardin, le Jardin d'eau. Le peintre évolue encore vers une plus grande dissolution des formes sous l'emprise de la lumière et qui apparaît dans ses vues de Londres comme de Véteuil. Le paysage de son jardin environnant le bassin aux nymphéas disparaît progressivement au profit du plan d'eau. Ce prodigieux ensemble de décorations donné par le peintre et placé à l'orangerie des Tuileries, sous les conseils de son ami Clémenceau, transmet l'ultime message du maître de Giverny qui permet à certains peintres abstraits de le revendiquer comme un de leurs précurseurs.